Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Univers Fantasy qui va être un petit peu différent celui-là. Je me suis rendu compte que je devenais très rapidement une méga fan de la série La Roue du Temps sur Amazon Prime. J'étais déjà assez fan des livres, je trouve la série plutôt réussie. Je me suis dit que j'allais vous faire des petites vidéos pour chaque épisode pour vous donner un petit peu mon avis à chaud, en espérant que ça vous intéresse. Rapidement, il n'y aura pas de spoiler du livre, on va juste parler de l'épisode. Par contre, je vais spoiler intégralement l'épisode 4, puisqu'on va parler dans cet épisode de l'épisode 4 de La Roue du Temps, The Wheel of Time, qui a été diffusé cette semaine. Je suis vraiment extrêmement fan de ce qu'ils font pour l'instant et je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir cette adaptation, vraiment. Ça remplit le manque de fantaisie qu'on a dans nos télés magnifiquement. Donc cet épisode 4 qui s'appelle The Dragon Reborn est séparé comme le précédent en 3 parties. On a donc, puisque nos héros sont séparés, ils sont séparés après ce qui se passe à Shadar Logoth, et on se retrouve donc avec 3 intrigues, celle de Perrine et Egwene, celle de Rand et Mat, et celle de Lan, Moiraine et Nynaeve, que l'on a retrouvée dans le dernier épisode. Je vais vous faire rapidement un résumé un par un de chacun de ces intrigues. Évidemment, dans l'épisode, ils sont mélangés, mais bon, là, c'est plus simple d'en parler de façon linéaire. Donc on a, et pour être honnête, je vais vous le faire dans l'ordre des intrigues qui me sont les plus intéressantes. Elles sont toutes à peu près intéressantes, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Mais je dois dire que ce qui se passe avec Perrine et Egwene est peut-être un petit peu moins intéressant, parce qu'ils ont une intrigue beaucoup plus classique, beaucoup plus tranquille, il se passe pas énormément de choses, ils sont donc toujours sur la route avec les Tuathan, et on passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de discussions, et donc on apprend notamment que les Tuathan sont un peuple qui vivent, un groupe de gens qui vivent suivant une philosophie très pacifiste, au point où personne ne porte d'armes, alors qu'on est dans un monde très dangereux, et qu'ils refusent de se battre catégoriquement. Ce qui est intéressant dans cette partie de l'histoire, c'est qu'on se concentre surtout sur Perrine, qui processe toujours les horreurs de ce qui s'est passé dans l'épisode 1, notamment avec sa femme. Et il y a l'un des personnages qu'on voit ici là, à l'image qui lui demande: est-ce que toi t'as pris des armes récemment et est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif? Ce à quoi évidemment il répond pas. Perrine est très... il intériorise beaucoup de choses et tout ça, pour l'instant il s'est pas beaucoup exprimé. Donc il continue à avancer, à marcher, ils vont vers Tar Valon, donc vers la tour blanche, là où sont les Aes Sedai, là où en théorie se dirigent aussi Rand, Mat, Nynaeve, Moiraine et Lan. Donc logiquement tout le monde se dirige plus ou moins dans la même direction, ils vont juste pas utiliser les mêmes chemins, on va dire. On a aussi une soirée où ils passent un bon moment ensemble, on les voit danser et tout ça. On voit que Egwene, elle passe plutôt du bon temps, notamment avec Aram qu'on voit là, et qui lui parle un peu de la philosophie de vie et comment ils expérimentent les choses, notamment en suggérant que eux, dans leur groupe, tous les jeunes de 20 ans partent pendant quelques temps expérimenter quelque chose pour voir si ça leur convient de revenir vivre dans ce style-là. Et je pense que ça résonne un petit peu chez Egwene, parce qu'on voit dès le premier épisode, dès le début de l'histoire, on sent qu'elle n'a pas vraiment envie, malgré par exemple son amour qu'elle a pour Rand et tout ça, on sent qu'elle n'a pas envie d'avoir une vie classique, à se marier, à avoir des enfants et à vivre la même vie que ses parents, que les parents de Rand et tout ça. Et donc au début, elle voyait une option en devenant l'apprentie de Nynaeve et pour devenir une sage-dame, donc le médecin du village. Puis ensuite, clairement, elle a été attirée par ce que lui proposait Moiraine et peut-être une option de devenir Aes Sedai, voire autre. C'est toujours une candidate pour être le Dragon Reborn. Et donc, je pense que ça lui parle sans doute aller expérimenter autre chose, aller découvrir le monde. Clairement, elle réagit, elle trouve ça intéressant. Et donc, on voit ces deux personnages qui font un chemin plutôt tranquille et paisible pour l'instant. L'épisode précédent, il y avait des histoires avec les loups et tout ça, mais là, cet épisode, c'est très tranquille. C'est pas inintéressant, mais c'est pas... Évidemment, ce qui se passe à côté est un peu plus intense chez les autres, donc c'est assez rapide sur ces deux-là. Ce qui est marrant, c'est que l'épisode précédent, je trouve qu'on avait vraiment le moment le plus intense, c'était avec Rand et Mat. Cet épisode, c'est clairement avec Nynaeve, Moiraine et Lan.
Et donc je me demande si le prochain épisode ce sera principalement sur eux, qu'il y ait un petit peu une égalité au niveau des intrigues. Mais voilà, donc en attendant, nos deux compagnons continuent leur chemin vers Tar Valon avec les Tuathan. L'autre intrigue que l'on a, c'est évidemment avec Mat, Rand et Tom Merrilin qui les a rejoints, qui ont donc fui la ville précédente où ils étaient puisqu'ils se sont fait attaquer violemment, et que la dame Dayna, il me semble, qui les a attaqués, les a prévenus qu'elle avait convoqué un blafard, donc, ou un Fade en anglais, en français ils s'appellent les blafards, qui dirigent les Trollocs et qui sont extrêmement dangereux, donc ils ont tous pris la fuite et ils vont se retrouver à se réfugier dans une ferme où ils sont accueillis au début un petit peu dangereusement. Mais ils arrivent à convaincre le fermier et sa famille de les laisser se reposer chez eux. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'on voit les différents comportements de chacun, et notamment l'intelligence de Rand qui dit oh, ok, on se calme, il n'y a pas d'embrouille, on peut parler, il n'y a pas besoin. Alors qu'à côté, on voit Mat direct qui attrape sa dague, genre stabby. et Tom Merrilin qui a l'air juste un peu inquiet, un peu préoccupé de toute la situation. Mais donc Rand utilise son cerveau, il en a un de temps en temps, et convainc donc le fermier de les laisser se reposer. Et il se passe pas... C'est intéressant ce qui se passe dans cette partie de l'histoire, parce que Tom, il arrive avec beaucoup de connaissances. Surtout comparé à Mat et Rand, qui ne connaissent rien à rien. Je trouve que c'est beaucoup rappelé, surtout dans les 2 derniers épisodes. Ils ne sont jamais sortis de leur petit village et ils connaissent pas grand-chose. Et donc Rand a une assez longue conversation avec Tom qui lui explique notamment ce qui arrive aux hommes qui peuvent canaliser le pouvoir de l'unique. Ça a déjà été établi plusieurs fois, mais donc c'est répété que tous les hommes qui canalisent le pouvoir de l'unique vont devenir fous. C'est inévitable. Et que si tu rencontres une Aes Sedai, notamment une Aes Sedai rouge, elles vont te calmer, c'est-à-dire qu'elles vont te couper du pouvoir de l'unique. Et quand tu te fais couper du pouvoir de l'unique alors que tu y avais accès avant, c'est quelque chose d'assez horrifiant et horrible. Et en général, la plupart des gens qui l'ont expérimenté, que ce soit les hommes ou les femmes, perdent complètement l'envie de vivre après ça. Donc Tom raconte l'histoire de son neveu qui a vécu exactement ça et qui s'est ensuite suicidé. Il raconte tout ça à Rand parce qu'il trouve que Mat a un comportement un peu surprenant, il s'agace rapidement, il a du mal à se concentrer sur une tâche et tout ça, et il a l'air un peu parano. Il a l'air un petit peu parano. Et en effet, on voit Mat s'éloigner de ses 2 compagnons, et il semble être malade, il vomit, et il y a quelque chose qui sort de sa bouche, qui n'est pas du vomi, qui est quelque chose de noir et d'étonnant. Tom estime que c'est sans doute signe qu'il sait canaliser le pouvoir. Tom n'est pas au courant que c'est un potentiel Dragon Reborn, un dragon réincarné. Il a pas cette information-là, il pense juste que c'est possiblement quelqu'un qui peut utiliser le pouvoir. Rand, à la seconde où Tom fait cette supposition, Rand, il sait que c'est encore plus problématique. C'est pas juste... Enfin, c'est dramatique de pouvoir... pour un homme, de pouvoir canaliser le pouvoir. Comme je disais, tu deviens fou, tu deviens pas immédiatement d'ailleurs, ça prend du temps, mais tu vas forcément devenir fou, donc c'est pas une bonne nouvelle. Tu vas avoir des pouvoirs magiques pendant 3 mois, et puis ensuite tu vas te faire choper par une Aes Sedai et ouais, c'est fini. Mais la possibilité d'être le Dragon Reborn a des implications beaucoup plus larges. Promis, je ne spoil pas le livre, promis. Il n'empêche que même sans information extérieure, soit c'est le pouvoir de l'unique, soit c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que on a vu le pouvoir de l'unique utilisé par des femmes et on a vu le pouvoir de l'unique utilisé par des hommes. On le voit dans cet épisode, utilisé par Logain, dont on parlera dans quelques secondes. Quand Logain utilisait le pouvoir, on voit qu'il est assombri, il a été maudit. C'est en partie ça qui rend fou les hommes qui utilisent le pouvoir de l'unique. Et ce qui se passe avec Mat, ça y ressemble un petit peu. Il a l'air d'avoir des choses noires qui se passent autour de son visage. Ça ressemble aussi fortement à certaines choses qu'on a vues à Shadar Logoth. Il se trouve que Mat s'est écarté du groupe pendant quelques temps à Shadar Logoth. Donc, il y a 2 options assez intéressantes, je trouve, dans le cas de Mat. Mais clairement, Mat a un comportement très, perturbant, ce qui mérite que Tom Merrilin et Rand s'inquiètent fortement.
Ce qui est intéressant, c'est que Tom, immédiatement, il veut les prendre sous son aile. Il leur dit « Ok, je vais rester avec vous et on va faire en sorte de rester le plus loin possible des Aes Sedai rouges », ce qui va en contradiction avec leur plan de base qui était d'aller à Tarvalon, là où il y a tous les Aes Sedai. Donc évidemment, pas une bonne idée. On a, d'ailleurs, avant ça, on a une séquence de rêves que fait Rand. Les rêves, on en a depuis le premier épisode, depuis le deuxième épisode. Je sais pas qu'il y en a un dans le premier épisode. À partir du deuxième épisode, ils font tous des rêves assez horrifiques. On se souvient de celui de Perrine dans l'épisode précédent où il voyait un loup en train de manger sa femme morte, enfin assez horrible. Et là c'est au tour de Rand qui, pareil, il en avait fait un aussi assez horrible où il y avait une chauve-souris qui sortait de sa bouche. Bref, on a un autre rêve où il croise donc il croise tous ses amis, dont Matt avec les mains complètement ensanglantées et Egwene à la fin qui se fait emporter par cette créature dont on ne connaît pas l'identité et qui est assez horrifique. Là sur la photo on le voit pas mais qui a évidemment les yeux enflammés. C'est assez traumatique comme rêve et il se fait réveiller par Tom Merrilin et il s'aperçoit que Matt n'est plus là et il débarque dans la maison, dans la ferme là où était la famille et tout le monde est mort et Matt est au milieu de la pièce avec une dague à la main. Et ma réaction, c'est... J'ai halluciné. J'étais « What ?» Mais quoi ? Comment ? J'y croyais pas. Et parce que ils font vraiment tout pour te faire croire que c'est Matt qui a tué tous ces gens. Et puis, Matt pointe... Clairement, il va pas bien, il y a quelque chose qui va pas avec lui. Et il pointe sa dague en direction de l'étage en disant genre « Je te vois ». Et là, il y a un blafard qui sort. Donc, il est très probable que c'est le blafard qui a tué tout le monde. Mais on n'a pas la conclusion définitive, mais c'est très probablement le blafard qui a trucidé tout le monde. Et la scène était choquante dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est complètement inattendu et tu te dis mais c'est pas possible, ça y est, même Matt il est complètement passé du côté obscur de la force à 100%, il est passé de 0 à 100 du jour au lendemain, alors qu'on l'aime bien Matt. Il est tout mignon, tout gentil, il était tout mignon et tout gentil avec la petite fille qui lui faisait penser à sa sœur, évidemment. Dans la scène précédente, c'était tout adorable. Suite à ça, Tom leur dit fuyez, il se sacrifie un petit peu pour les sauver parce que se battre contre un blafard est quasiment impossible. Ils sont extrêmement rapides, ils sont extrêmement puissants, ils sont extrêmement mortels. On voit pas la fin de ce combat, donc Tom essaye de se battre contre le blafard et on voit clairement qu'il va se faire battre, qu'il va pas réussir, mais on voit pas la fin de ce combat. C'est pas forcément positif pour notre ami Tom Merrilin. Et Matt et Rand fuient désespérément la ferme. Et c'est la dernière scène qu'on voit avec ces trois-là. J'ai beaucoup aimé cette partie de l'histoire. C'est très prenant, on s'inquiète beaucoup pour Matt évidemment, mais à côté, Rand fait toujours des rêves bizarres. C'est intéressant, ils arrêtent pas de changer un petit peu. Est-ce que Matt pourrait être le dragon réincarné et c'est lui et c'est la folie qui le tient déjà et qui commence à le faire agir bizarrement. Mais en même temps, Moiraine semblait dire que les rêves avaient une signification, mais en même temps, ils ont tous eu des rêves weird. Donc. Et ensuite, la dernière partie de cet épisode, c'est la partie sur Logain et sur, évidemment, Moiraine, Lan et Nynaeve. Et en fait, cette partie, elle commence au tout début de l'épisode avec le prologue. D'ailleurs, depuis le premier épisode, et ça a l'air d'être ce qu'ils vont faire pour toute la saison, et excellente idée, il y a un prologue en début de chaque épisode qui est en général un flashback qui se passe plus ou moins longtemps avant l'épisode. Ça se passe assez longtemps avant. Ça se passe évidemment avant que Logain se fasse capturer. Ça se passe même avant que le roi, qu'on revoit ensuite, passe du côté de Logain. C'est-à-dire qu'après cette scène, Logain persuade le roi de Galden, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, de le rejoindre. Il lui persuade qu'il est le dragon réincarné et que c'est dans son intérêt de le rejoindre et d'unifier tout le monde pour aller ensuite lutter contre le ténébreux. Cette scène est excellente, j'adore cette scène, parce qu'elle montre plein de choses assez subtilement, sans faire trop d'exposition. Cet épisode a beaucoup d'exposition, mais justement cette scène a beaucoup de moments où ils exposent beaucoup de choses, ce qui est normal en début d'une série, c'est assez logique, mais je trouve que justement cette scène arrive à faire le show don't tell. Donc on te montre comment la folie qui, évidemment, encore une fois, tous les hommes qui canalisent le pouvoir de l'unique commencent à entendre des voix et à devenir fous.
Et donc on voit les voix, elles sont matérialisées derrière lui, elles lui parlent, et elle essaye de le convaincre de tuer le roi. Ce qu'il refuse de faire. Il refuse de le faire parce qu'il est absolument persuadé qu'il est le dragon réincarné. Et peut-être. Honnêtement, on n'a pas, à ce niveau-là de l'histoire, on n'a pas assez d'informations pour lui le sortir complètement de l'équation. Surtout que, je fais un rapide retour en arrière, Matt et Rand ont fait un petit rappel très intéressant qui, Matt a dit à Dana quand elle nous a menacés, elle nous a dit que c'était l'un de nous 5. Et que Moiraine, elle en avait que 4 dans son viseur. Mais apparemment, le Ténébreux en a 5 dans son viseur. C'est un des 5, et on sait pas qui est le 5e. Le 5e, ça peut être tout à fait Logain, ou ça peut être Nynaeve. On va voir ça à la fin quand on arrivera à la fin de l'épisode. Bref, on a cette intro excellente qui nous montre comment est-ce que Logain a conquis ce royaume et a convaincu donc ce roi qu'il était le dragon réincarné. Ça nous montre aussi la personnalité de Logain, c'est-à-dire que Logain, il a quand même fait une guerre, il a trucidé plein de gens pour arriver là où il en est, mais il est suffisamment charismatique pour arriver à convaincre ensuite les gens qu'il a attaqués de le rejoindre et de venir avec lui essayer de convaincre le reste du monde qu'il est cet élu, cette personne qui possiblement pourra sauver le monde du ténébreux. Et ensuite, on fait donc un flash-forward au présent, là où on avait vu Logain à la fin de l'épisode 3, c'est-à-dire en prison, tenu par les Aes Sedai, notamment Liandrin. Encore une fois, désolé, prononciation assez moisie. On nous explique entre autres que Logain est extrêmement puissant et qu'il faut plusieurs Aes Sedai, minimum 2, pour les tenir, et que pour le tenir, pour maintenir un bouclier autour de lui pour l'empêcher d'utiliser le pouvoir de l'unique, et que quand 2 Aes Sedai tiennent ce bouclier, ça les épuise. On les voit toutes, il y a plusieurs Aes Sedai sur place, on en rencontre plusieurs, et on les voit toutes s'épuiser au fur et à mesure en tenant ce bouclier. On en profite pour soigner Moiraine au passage, qui était à moitié morte dans l'épisode précédent, et on rencontre Kerin, qui semble un peu diriger le camp un petit peu. Et on rencontre, et je crois que c'est ma chose favorite de tout l'épisode, on voit les champions, les warders, ces guerriers qui protègent les Aes Sedai, qui sont liés aux Aes Sedai de la façon dont Lan et Moiraine sont liés. Et donc on rencontre notamment Stefan, qui est ici à droite, qui est lié à Kerin, et on en rencontre plein d'autres, et on voit la relation, et comme je disais, c'est ma chose favorite, on voit l'étendue de la relation entre les Aes Sedai et leurs champions. Et ça, c'est tellement important et c'est tellement bien représenté. On voit cette connexion, cet amour, sans doute, on peut dire, entre les deux, et on voit qu'ils sont... On voit, la plupart du temps, quand on voit les Aes Sedai, avec n'importe qui d'autre qui ne sont pas leurs champions, elles sont toujours très sérieuses, elles sont souvent très sérieuses, elles sont souvent très carrées, elles sont en mode ok, on est en train de soit faire de la politique, soit essayer de manipuler les gens, soit on est en mode on se protège contre le Logain et tout ça. Et quand on les voit avec leurs champions, c'est les rares moments où on les voit un peu se détendre, on sent vraiment la connexion. On voit aussi qu'il y a différents styles de connexion, parce qu'il y en a qui ont des relations sexuelles avec leurs Aes Sedai et d'autres non. En tout cas, c'est sous-entendu qu'ils ont des relations sexuelles avec leurs Aes Sedai. Ouais. Ça me semble assez évident dans l'épisode, mais bon, bref. Et on voit aussi qu'ils ont des relations très sympathiques entre eux. Ils ont l'air de se battre là, mais ils sont en train de s'entraîner. Et on les voit passer une soirée ensemble, où ils sont tous en train de rire un petit peu. Ils se foutent un petit peu de la gueule de Lan. Et c'est un moment J'adore ce genre de moment dans les séries, parce que la série, elle va être sérieuse la plupart du temps. Il se passe des choses graves, il y a des gens qui meurent, il y a des drames, des gens qui deviennent fous, des choses très sérieuses. Donc j'adore ces petits moments de légèreté et où les gens juste ils discutent autour du feu. On en profite au passage pour faire un petit peu d'exposition, pour expliquer justement la relation entre les Aes Sedai et les champions. Et les acteurs sont tous très très bons. Je sais pas qui c'est qui a casté cette série, mais j'aime cette personne tellement. On a vraiment... je sais pas, je trouve qu'ils ont tous... Le champion de Kerin, il est excellent, il est pas très longtemps à l'image, on vient tout juste de le rencontrer dans cet épisode, mais il est tout de suite attachant, et tu ressens de l'émotion pour lui et tout ça. Ils sont tous adorables, et c'est une très très belle scène, j'adore ce genre de scène. Surtout justement dans les séries très sérieuses et très carrées, là on en profite, on prend le temps. Ils ont plein de choses à raconter, mais ils prennent le temps de s'arrêter et de dire ok,
On a besoin que les personnages ils se connectent, on a besoin que les personnages ils s'apprécient. On a besoin que nous, le téléspectateur, on apprécie ces personnages. On a besoin d'apprécier Lan aussi. Lan, on a eu quelques scènes avec lui, mais le reste du temps, il est très sérieux, il est très carré, il parle pas beaucoup. Et donc on a besoin... Moi c'est un de mes personnages préférés dans les livres, mais on a besoin, à ce moment-là de la série, de l'apprécier, de le voir rigoler, de le voir boire un coup et tout ça. Et d'ailleurs, juste après, il retourne voir Moiraine. Et il y a aussi toute une discussion aussi sur le fait que quand lui, il boit un verre, ça a des effets sur elle. Et c'est le cas de tous les... Parce que quand je dis ils sont liés. C'est-à-dire que quand les émotions de l'un sont ressorties par les émotions de l'autre, et vice-versa, les douleurs de l'un sont ressorties par les douleurs par l'autre et tout ça. Et pareil, toutes les scènes de Lan et Moiraine où ils ont le temps de parler, je les adore d'amour. Et donc là, on a une scène entre Lan et Moiraine où ils sont tous les deux là. À dire, c'est pas possible, j'arrive pas à croire qu'on les a perdus. Ils parlent de Rand, Mat, Egwene et Perrine, évidemment. Ça fait 20 ans qu'on les cherche, on avait enfin trouvé nos possibles candidats de dragons réincarnés, et on les a perdus. Ils n'arrivent pas à en croire leurs yeux, ils sont déprimés un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Lan demande à Moiraine, est-ce que tu penses que Logain pourrait être un candidat ? Est-ce qu'il a l'air... Parce qu'il a pas l'âge qu'on pensait, il n'a pas l'âge que... Moiraine, elle se base sur une prophétie dont elle a parlé dans un épisode précédent pour chercher ses candidats. Et Logain ne correspond pas vraiment à la prophétie, notamment au niveau de l'âge. Il est un peu trop vieux. Mais il est extrêmement puissant en termes de pouvoir. Et lui, il dit qu'il entend les autres dragons réincarnés et il dit qu'il est le dragon réincarné. Et il a réussi à convaincre un certain nombre de personnes. Donc, Moiraine finit par dire qu'elle n'est pas sûre, qu'elle ne sait pas. Ce qui est intéressant. Et il y a aussi une mention qui est intéressante. Lan lui demande est-ce que Logain est aussi puissante que Egwene. Et ça, on savait pas. On savait pas que Moiraine avait évalué Egwene. C'est-à-dire qu'on savait que Egwene... On avait vu la scène où elle, avec le collier, où elle fait un espèce de petit test, où elle montre à Egwene que Egwene a la possibilité de toucher le pouvoir de l'unique. Clairement, à ce moment-là, Moiraine a réussi à capter que Egwene était particulièrement puissante. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, juste avant, on nous a dit Logain, il est super balèze, il faut minimum 2 Aes Sedai pour le tenir, et encore, on galère. Et là, Moiraine nous dit je suis pas sûre. Je me demande si Egwene n'est pas plus puissante que lui. Est-ce qu'elle est le dragon réincarné ? Qui sait ? J'aime beaucoup le fait qu'ils sont tous des vrais candidats, c'est-à-dire qu'ils ont tous... Ils ont vraiment bien foutu. C'est une excellente idée d'avoir maintenu le mystère autour du dragon réincarné. Même moi, qui a la réponse, je suis là, genre, ah, mais peut-être qu'ils ont changé. Je doute fortement qu'ils aient changé qui est la personne qui est le dragon réincarné. Mais même moi, des fois, je me dis, ok, peut-être. On a aussi plein de scènes entre Lan et Nynaeve qui sont mes scènes favorites. C'est mes 2 personnages préférés dans les livres et ils sont excellemment bien interprétés par ces 2 acteurs qui sont excellents. Ils ont plusieurs scènes, donc ils ont la scène dont je mentionnais juste avant autour du feu, et ils ont cette scène-là où ils discutent un petit peu, où on a un petit peu d'histoire sur d'où vient Lan, ce qui est très intéressant, et on a aussi un petit peu d'histoire familiale de Nynaeve. J'adore ces personnages. Du coup, les voir interagir, moi je pourrais suivre une série où c'est juste ces 2-là qui se parlent. Et Nynaeve, l'actrice qui joue Nynaeve s'appelle Zoe Robbins. Et je vais lui donner tous les prix du monde. Parce qu'elle est tellement excellente. Parce qu'elle est... Je sais que c'est pas important. Moi, je suis pro adaptation. Allez-y, prenez des libertés, faites ce que vous voulez, tout ça. Elle est tellement ce que j'avais en tête. C'est-à-dire Nynaeve, elle est têtue, elle veut toujours avoir le dernier mot, mais elle a un immense cœur, elle veut aider, ce qu'elle veut le plus tout le temps, c'est aider les gens. Mais le fait qu'elle soit têtue et qu'elle veut toujours avoir le dernier mot et qu'elle ait beaucoup de mal à admettre quand elle a tort. Et là, par exemple, elle admet à Lan qu'elle sait pas ce que veut dire une phrase dans l'ancienne langue. Et tu sens que c'est pas quand même super facile à admettre et que si ça avait été n'importe qui que Lan, si ça avait été Moiraine qui lui avait posé la question, elle l'aurait sans doute envoyé balader, elle serait partie ailleurs. Elle a établi un rapport assez amical avec Lan et donc elle arrive à reconnaître qu'elle ne sait pas quelque chose, qui est quelque chose... Elle explique un petit peu, elle dit qu'elle rappelle qu'elle est la sage dame de Deux Rivières et que les gens ils viennent pour la voir pour avoir des connaissances et que dire que tu sais pas quelque chose, c'est pas
c'est pas pour ça que les gens ils veulent qu'elle soit là. Donc elle a toujours cette attitude de oh moi je suis au courant, ce qui est pas toujours le cas. Et je trouve que encore une fois Zoe Robbins elle incarne ce personnage à la perfection. Elle a une scène avec Liandrine qui vient la voir. Donc Liandrine la Sedai rouge elle qui vient la voir et qui est genre je vais bitcher sur Moiraine avec une autre personne qui déteste Moiraine. Nynaeve déteste Moiraine. Nynaeve déteste toutes les Aes Sedai. Globalement, elle est pas super fan, mais elle déteste Moiraine parce qu'elle estime que Moiraine est coupable d'avoir embarqué ses amis de Deux Rivières loin de Deux Rivières. On se rappelle quand même que dans l'épisode précédent, elle menaçait Lan avec une épée. Hein. Donc, elle est pas fan des Aes Sedai en général. Et Liandrine vient en se disant tiens, on va bitcher sur Moiraine. Et un peu dans le très je te prends de haut, je prononce mal ton nom, je te juge un petit peu. Et ensuite elle essaye de genre ouais, Moiraine c'est une espionne qui se pense plus importante qu'elle ne l'est. Liandrine se lève et s'en va. Nynaeve se retourne vers Lan et lui dit c'est un serpent cette femme. Magique. Nynaeve ne se ferait jamais avoir aussi facilement par quelqu'un comme Liandrine. Elle en a vu d'autres dans sa vie, ok? Elle a géré les femmes de Deux Rivières. Elle est capable de comprendre quand Liandrine essaye de lui filer des salades. Voilà. Ça la fera pas aimer Moiraine plus. Mais elle se fera pas avoir et elle se fera pas attraper par le délire que Liandrine voulait sortir. Pareil, j'ai beaucoup aimé toutes les scènes où Nynaeve est présente. J'étais en amour devant mon écran parce que c'est, comme je disais, c'est mon personnage favori. Je me demandais si mes personnages favoris allaient changer un petit peu du livre à la série. Pour l'instant, c'est assez égal. Mais ça peut changer, je suis tout à fait ouverte à varier. Mais encore une fois, je trouve que toutes ces scènes, on a eu beaucoup de scènes de dialogue dans cet épisode et elles fonctionnent uniquement parce que, enfin pas que uniquement d'ailleurs, pour deux raisons elles fonctionnent. Parce que c'est bien écrit, parce que les dialogues sont réalistes et qu'ils fonctionnent bien, et parce que les acteurs sont bons. Que les acteurs sont bons, bordel. Et ils sont crédibles en fait dans leur rôle, ce qui n'est pas toujours le cas. Juste après cette scène, le camp se fait attaquer par l'armée de Logain, qui vient récupérer son dragon réincarné. Et on tombe dans une bataille assez impressionnante où on a les Aes Sedai qui sont pas très nombreuses, elles sont 7, je crois qu'on mentionne à un moment donné qu'elles sont 7, et leurs champions, leurs warders, qui sont là et qui vont défendre leur camp et qui vont défendre leur camp et qui vont surtout faire tout pour empêcher que Logain s'échappe de sa prison, ce qui est l'objectif principal. On a donc notamment Alanna, cette dame-là, cette Aes Sedai-là, qu'on a vu un petit peu avant, qu'on nous a présenté apparemment comme être une amie à Moiraine. Elles ont l'air d'avoir une relation plutôt amicale. Et il se trouve que Alanna a 2 champions aussi, qui fait donc partie de l'Aja vert, qui est l'Aja guerrier. Et donc elle prend un petit peu, on la voit beaucoup, elle, se battre de façon extrêmement badass et extrêmement classe. On la voit notamment tuer le roi de Gelden qu'on avait vu dans l'intro. On voit aussi Nynaeve se battre. On voit Nynaeve se battre, on voit Lan se battre évidemment, on voit tous les champions et quelques-uns des Aes Sedai se battre. Encore une fois, désolée, hein, c'est mon obsession. Nynaeve, parfaite. C'est-à-dire que Nynaeve, c'est pas une guerrière. Nynaeve, elle se bat uniquement quand un mec lui saute dessus, mais c'est pas du genre à se laisser. C'est pas une demoiselle en détresse. Hein. C'est l'inverse d'une demoiselle en détresse. Donc elle a son petit couteau et elle poignarde les mecs qui essayent de l'attaquer. Elle est pas extrêmement douée avec les armes, hein, c'est pas son truc. Mais voilà, elle se laisse pas abattre. Et Logain en profite. Il en profite pour faire exploser le bouclier, ce qui d'ailleurs pose la question de est-ce que c'était intentionnel, parce qu'il a pas l'air de galérer trop pour sortir du bouclier qui était tenu par Liandrine et Keren, et donc par elle, dont je vais vous parler dans une seconde. Il arrive à leur faire exploser le bouclier assez facilement, donc je me demande son objectif, justement, si juste il attendait pas que son armée vienne pour faciliter sa sortie, mais qu'en gros le bouclier tenu par 2 Aes Sedai, depuis le début il pouvait pas en sortir assez facilement. Ce qui est intéressant, c'est que tant qu'il attaquait pas les Aes Sedai, tant qu'ils les attaquaient pas réellement ou frontalement, elles peuvent pas
elle pouvait pas l'attaquer. Parce que souvenez-vous, on a les trois promesses que font les Aes Sedai, et notamment l'une d'elles est elles ne peuvent que se défendre. Donc tant qu'ils les attaquaient pas, elle ne pouvait rien faire. Donc elle pouvait pas. À un moment donné, Liandrin, elle essaye de convaincre tout le monde d'apaiser Logain, et elle dit ah ouais, mais s'il s'échappe et qu'il nous attaque, on pourrait l'apaiser, on pourrait le calmer. À ce moment-là, Keren lui dit non, on retourne à Tar-Valon, on va le juger et ensuite on l'apaisera. Donc je trouve ça intéressant, je me demande si c'était, et est-ce qu'ils vont nous l'expliquer dans le futur, est-ce que c'était genre intentionnellement qu'il attendait. Il épuisait au passage toutes les Aes Sedai autour de lui, parce que les Aes Sedai s'épuisaient à tenir le bouclier autour de lui. Il y a plein de petites subtilités, c'est une des trucs qui font que j'apprécie cette série, c'est qu'il y a plein de petites subtilités où tu peux te dire oh, est-ce que hein. Tout juste au moment où il fait exploser son bouclier, Moiraine débarque, assez relax, parce que c'est Moiraine, enfin c'est pas relax, mais elle débarque, elle contrôle la salle, tu vois, she's the boss. Elle débarque et elle dit ok, on est, les deux autres sont KO, on est tout seul, discutons, moi je veux savoir si t'es vraiment le dragon réincarné. Ils ont une petite discussion où Logain lui explique qu'il entend les voix de tous les dragons qui sont venus avant lui et que c'est pour ça qu'il est persuadé d'être le dragon réincarné. Et ce à quoi Moiraine répond non, c'est les voix de la folie que t'entends et tes pouvoirs ils sont minables en comparaison avec ceux du vrai dragon réincarné. À côté de toi, le dragon réincarné, c'est un soleil brûlant. En gros, c'est une très mauvaise traduction, mais en gros, c'est ça. Pareil, encore une fois, je me demande... Elle peut pas mentir. Je pense qu'elle le croit vraiment, mais je me demande s'il y a une partie de... J'espère tellement que c'est pas lui, parce que lui, il va être dur à gérer. Si c'est lui, c'est la misère. Parce qu'encore une fois, si c'est lui, le dragon réincarné, ça veut dire que la survie du monde dépend en grande partie sur lui. Et si tu pars en couille, si t'es déjà en partie fou, c'est difficile de gérer une bataille immense contre des hordes de Trollocs et tout ça. Donc, du coup, voilà, donc Moiraine lui dit non, t'es pas... No way, t'es le dragon réincarné. Mon petit ami à côté de toi, le dragon réincarné, c'est autre chose. Et à ce moment-là, Liandrin et Keren se relèvent et les trois essayent de bloquer Logain et de le remettre sous un bouclier. Logain ne se laisse pas faire, because c'est Logain. On a donc Keren qu'on a vu depuis le début un petit peu, qui a guéri Moiraine, qu'on a vu un petit peu calmer les envies de Liandrin de calmer Logain, qui se sacrifie pour protéger Moiraine et Liandrin. Donc elle fait passer son bouclier devant Moiraine et Liandrin et elle se prend une pique de pouvoir qui vient de Logain et tombe à terre en train de mourir. Ce que son champion ressent immédiatement, parce que encore une fois ils sont liés, et parce qu'on nous a expliqué, on a pris le temps de nous montrer qui était son champion, on a pris le temps de te montrer un petit peu quelle était leur relation. Ils n'ont pas énormément de temps non plus, ils ont beaucoup de choses à montrer, donc je trouve ça assez impressionnant qu'ils arrivent à montrer tous ces éléments. Et donc son champion est en panique. D'ailleurs, ils sont tous en train de se dire ok, il faut qu'on retourne dans la cave pour protéger Moiraine, pour protéger tout le monde et pour s'assurer que Logain ne sorte pas. Donc ils partent tous en courant, notamment Lan, Nynaeve, Stepin, qui est donc le champion de Keren, et quelques autres, partent en courant vers la grotte pour aider Moiraine et Liandrin à tenir Logain. Ce qu'elles arrivent à peine, donc ils débarquent tous, il y a Moiraine et Liandrin qui tiennent à peine, qui galèrent à tenir Logain. Stepin voit Keren au sol, morte, et il nous fait ce que j'appelle un Peter Quill, un Star-Lord. Il pète un plomb et il lui saute dessus avec ses haches, ce qui est pas très utile parce que il y avait le bouclier qui avait mis les Aes Sedai autour, et c'est plutôt même négatif parce que Logain utilise ses haches, il utilise ce petit trou dans les boucliers et il fait passer donc son pouvoir sur les haches et il fait exploser les haches, et des morceaux de haches volent partout dans la pièce et touchent les 3/4 des personnes qui sont même presque toutes les personnes qui sont dans la pièce, à l'exception de Nynaeve. Et quand je dis touche, c'est-à-dire que Lan, il a le cou en grande partie tranché. Moiraine, elle se reprend un truc dans la poitrine. Et tout le monde est touché, tout le monde est à terre. Et arrive le moment le plus épique de l'histoire. Magique. Ok. Je savais que Nynaeve pouvait canaliser le pouvoir. Parce qu'encore une fois, j'ai lu le livre. Donc c'était pas une surprise. Je savais que ça allait finir par arriver. Mais c'était épique. Nynaeve, la grande, l'unique, la magique Nynaeve, arrive. Et elle essaye pas... En sachant qu'il y a Logain en face d'elle. Hein. Elle est arrivée avec Lan et tous les autres, évidemment. Mais
quand tout le monde tombe à terre, elle n'a pas été touchée parce qu'elle était planquée derrière un poteau. Et Logain est en face d'elle, menaçant, il est en train de canaliser le pouvoir, on le voit. Et elle, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est d'aider Lan de le guérir. Parce qu'elle voit Lan en train de mourir littéralement sous ses yeux. Et Nynaeve, je vous l'ai dit avant, la seule chose qui l'importe dans sa vie, ce qu'elle veut le plus au monde, c'est aider les gens qu'elle apprécie. C'est soigner les gens. Même pas qu'elle apprécie. Elle veut soigner les gens. C'est la sage-dame de Rivière et elle n'est pas sage-dame pour rien. Elle est sage-dame parce que c'est ce qui compte le plus pour elle, c'est de pouvoir aider les autres. Et là, elle peut pas faire grand-chose. Là, les herbes qu'on l'a vu utiliser dans l'épisode précédent font pas grand-chose quand on t'a coupé le cou globalement en grande partie et que tu pisses le sang de partout. Là, tout ce qu'on voit, c'est Nynaeve qui regarde autour d'elle et qui voit que des gens en train de mourir, et notamment Lan, avec lequel elle a créé une connexion amicale, voire plus. Ils ont une bonne alchimie entre eux. Et elle est désespérée, elle est furieuse à l'idée de ne pas pouvoir aider, et elle va canaliser le pouvoir, pas pour attaquer Logain, encore une fois, Logain qui est debout devant elle est en train de la menacer avec le pouvoir. Elle va canaliser le pouvoir comme une explosion. Elle va utiliser plus de pouvoir qu'on en a vu depuis le début de la série, et on en a vu beaucoup. Elle va exploser littéralement de pouvoir, et elle va soigner tout le monde. Elle ne touche pas Logain, c'est-à-dire qu'elle aurait pu, encore une fois, elle n'a pas utilisé le pouvoir de façon consciente. Clairement, c'est sorti tout seul et elle était là, what? Mais son subconscient qui l'a poussée à utiliser le pouvoir qu'elle savait même pas qu'elle avait, pas une seule seconde n'a pensé à attaquer Logain, qui, encore une fois, l'a menacée. Non, tout ce qu'elle fait, c'est guérir tout le monde. Même Liandrin, qu'elle n'aime pas particulièrement, même Moiraine, qu'elle n'aime pas particulièrement, elle soigne tout le monde. Ce qui n'a jamais été vu, ce qui est hallucinant. Les Aes Sedai se relèvent et en profitent pour choper Logain et pour le couper définitivement de la source. Ce qui est un moment extrêmement douloureux, on voit Logain pleurer, parce qu'on nous a expliqué, c'est-à-dire que c'est là où c'est important et c'est là où ils ont plutôt bien réussi l'épisode. Quand Tom Merrilin, il explique à Rand qui est arrivé à son neveu, il le fait parce qu'il pense que Mat possiblement peut canaliser le pouvoir, et il lui explique c'est quoi les risques si jamais il rencontre des Aes Sedai et qu'elle le calme. Et du coup, on nous explique que ça t'enlève la volonté de vivre, que c'est horrible de se faire couper de la source du pouvoir de l'unique. Et là, et quelques minutes plus tard, c'est exactement ce qui arrive à Logain. Logain, on lui sort, on voit le pouvoir qui sort de lui. C'est plutôt réussi la représentation du pouvoir. Et on le voit pleurer et tomber au sol, désespéré. Et ensuite, tous les visages se tournent vers Nynaeve, genre « What? Are you the Dragon Reborn? Ah, baby !» J'ai adoré cet épisode. C'est tellement réussi. Il y a tellement de grands moments. Vraiment, la fin, moi j'étais debout sur mon canapé à dire « Yeah! Nynaeve !» Parce que c'est un personnage qui jusque-là, encore une fois, la seule chose qu'on a vue d'elle, c'est je veux trouver mes amis, j'aime pas les Aes Sedai et je veux protéger les gens, je veux soigner les gens. Même dans la première bataille qu'on a vue à Beltane, quand ils se sont tous fait attaquer par les Trollocs, alors que l'attaque continuait à prenait place en ce moment même, elle essayait d'aller soigner les gens. On l'a vu prendre soin d'Egwene, on l'a vu prendre soin de tout le monde. J'adore ce personnage. Et c'était son épisode à elle. Même si elle n'a pas eu plus de temps à l'écran que les autres, tout le monde a eu beaucoup de temps à l'écran. Mais là, dans cet épisode, on l'a vu établir des relations. On l'a vu aussi rigoler un petit peu autour du feu, se foutre de la gueule de Lan un peu. On a vu qu'elle était intelligente parce qu'elle se fait pas avoir par Liandrin et son bullshit. Et évidemment, on a le big reveal de « Oh, tu peux canaliser le pouvoir ». Et tu peux pas en canaliser juste un petit peu, hein. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, Egwene, elle a fait le test avec Moiraine. Il y a eu un petit... Oh, il y a des petites lumières qui apparaissent. Ça, c'est... Là, au milieu, là, c'est Nynaeve en train de... Dans l'histoire, dans les livres, on sait que ça peut arriver que des femmes aient le pouvoir et le découvrent par accident. Si elles n'en sont pas aperçues, souvent sous le coup de l'émotion, ça reste... Personne n'a jamais, enfin, pour autant que je sache, en tout cas dans la série, vu la tête que font les Aes Sedai autour d'elle, personne n'a jamais genre guéri 15 personnes d'un coup, juste sous le coup de l'émotion, pour sa première utilisation du pouvoir à vie, pour autant qu'on sache. Peut-être qu'elle a utilisé le pouvoir avant. Moiraine faisait une allusion à ça dans
dans le deuxième épisode où elle disait à Egwene, toi vous l'appelez écouter le vent, mais en fait c'est la même chose, c'est le même pouvoir partout et les personnes qui peuvent écouter le vent, si tu peux faire un tout petit peu plus que juste peut-être que le vent il me dit qu'il va pleuvoir demain, c'est sans doute que tu peux canaliser le pouvoir. Est-ce que ça a assez de pouvoir pour devenir une Aes Sedai? Peut-être. Est-ce que tu as assez de pouvoir pour être le dragon réincarné? C'est une possibilité peut-être. J'ai adoré cet épisode. Il y a des choses qui sont très fidèles au livre, il y a des choses qui sont très différentes. Cet épisode est assez différent du livre. On savait qu'ils avaient étendu l'intrigue de Logain, donc tout ça on le voit pas en fait dans le livre, tout ce qu'il y a autour de Logain on le voit pas du tout. Et en fait ça promet des choses intéressantes quand on connaît la suite de l'histoire, notamment quand on sait où vont aller certains personnages. Je me dis oh ça va, du coup ça change. Tous les petits changements qu'ils font ont plein de ramifications dans le futur. C'est vachement intéressant parce que du coup moi je sais pas, moi quand Rand ouvre la porte de la ferme et voit Mat avec la dague et toute la famille ensanglantée au sol, j'étais peut-être, c'est une possibilité. Encore une fois, j'ai beau avoir des informations en plus, il y a plein de choses, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils pourraient techniquement changer qui est le dragon réincarné. J'adore. Je vais le dire quand même, il y a des faiblesses par moment, il y a des trucs que j'aime moins bien et tout ça, mais pas beaucoup. J'ai trouvé la partie sur les Tuathan et sur Egwene et Perrine un peu moins intéressante, mais c'est pas grave, parce que la fin, j'étais tellement comme une dingue à la fin que, never mind. Ok, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. J'avais l'intention à la base de faire une vidéo de 5 minutes, c'était le plan, ça va pas le faire. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais essayer de continuer à faire ces vidéos après chaque épisode. Et puis on se revoit très bientôt sur Univers Fantasy pour plus de Roue du Temps ou pour plus de fantasy en général. Si vous aimez les critiques de livres, je fais ça aussi beaucoup sur la chaîne. Je fais aussi des lives. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.